Merci. Merci beaucoup, merci à la Maison de l'Adolescence et j'aimerais encore remercier vraiment Delphine Rideau du fond du cœur parce que, pour cette belle organisation, parce que c'est avec beaucoup d'émotion, que je ne suis pas la seule d'ailleurs, comme Jocelyn, comme Guillaume, je crois, de nous retrouver aujourd'hui dans les bancs de l'université qui nous a vus grandir. Et quand je dis grandir, c'est vraiment grandir dans tous les sens du terme. Je viens aujourd'hui vous parler aussi, comme l'a fait mon ami Jocelyn, afin de remettre en question, en toute humilité, certains lieux communs sur les adolescentes voilées. Je sais que les images de l'adolescente voilée, parfois, de manière grossière évidemment, c'est l'image d'une jeune fille qui est sous l'oppression, qui est soumise à des dictates sur lesquels elle n'a aucune emprise, et elle fait d'autant plus ce choix d'asservissement volontaire au sens de la Boétie, alors qu'elle vit en Occident une société magnifique, idéale, où les femmes et les hommes sont tout à fait égaux et où les femmes sortent comme elles veulent dans la rue, qui sont jamais presque harcelées, etc. Alors, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ce masochisme? Et pourquoi elle fait ce choix si incompréhensible et si paradoxal? Donc, comme d'autres chercheurs, j'ai essayé d'élucider ce paradoxe. Alors, pour commencer, il faut quand même dire une évidence, c'est que qu'il s'agisse de corps de femmes adultes drapés dans une mante tantôt noire, tantôt grise ou colorée, parce qu'il n'y a pas un voile mais des voiles, ou des visages dissimulés sous des foulards, des écharpes, ou des corps minuscules outrageusement émaillotés dans des bouts de tissu, je parle des petites filles voilées, dont l'image est encore plus insupportable. Le voile dérange bon nombre d'entre nous, il faut le dire. Il dérange particulièrement en France, pays ayant érigé la laïcité en valeur fondatrice de la République, mais aussi dans d'autres pays plus traditionnellement multiculturalistes comme le Canada, où les récentes polémiques autour des accommodements raisonnables ont dévoilé un malaise partagé autour de la question du voilement. L'adoption du voile fait débat également en Tunisie, pays musulman dans sa constitution, mais ayant œuvré depuis son indépendance à octroyer des droits aux femmes et à instaurer une certaine tradition séculière. Les jeunes femmes qui adoptent le voile dans tous ces pays-là nous placent devant un paradoxe que j'ai tenté d'élucider et qui se présente comme suit. Qu'est-ce qui fait qu'un signe, considéré par les partisans de la laïcité comme asservissant pour la femme et instituant la dissymétrie sexuelle, soit revendiqué dans une société ayant instauré légalement l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes? Qu'elles vivent en Tunisie, en France, en Allemagne, au Canada, ces jeunes filles, malgré ce qu'on peut penser, choisissent délibérément de parer leur corps de ce voile de la pudeur. Et le fait qu'elles aient fait ce choix, comme l'avance la philosophe Judith Butler qu'on ne présente plus, le fait que nous faisons des choix qu'il nous faut choisir, même quand notre choix est contraint selon des modalités que nous n'avons pas choisies. Cette négociation mise en œuvre constitue ce qu'il y a de plus humain en nous, l'essence même de notre capacité d'agir et de notre liberté, qui, toujours selon Butler, n'est pas libre des conditions sociales. Notre liberté n'est pas libre des conditions sociales, et ça, je pense que c'est quelque chose que nous partageons, hommes et femmes confondus. Donc, conçu comme un instrument d'assujettissement liberticide pour les femmes, le voile a été combattu, voire même stigmatisé par les partisans de la laïcité et du féminisme universel. Bon, plusieurs voix féministes s'élèvent aujourd'hui afin de remettre en cause le féminisme universel qui a enfermé la notion de capacité d'agir dans la résistance totale aux mécanismes de pouvoir oppresseurs et dominants. Ce féminisme universel a eu aussi comme conséquence de conduire à une essentialisation du corps voilé. Donc, ce corps renvoie dans les imaginaires sociaux à une image archétypale de la femme orientale soumise au patriarcat. Ce présupposé n'est pas sans lien avec la perception des peuples indigènes par ce que l'on peut appeler l'Occident libéral. L'histoire du voile, comme l'ont montré plusieurs historiens, est intimement liée à celle de la colonisation, comme l'a démontré l'ouvrage édifiant du philosophe Bruno Nassim Aboudrar. Pour l'auteur, le voile constitue une pratique millénaire devenue spécifique aux cultures islamiques au terme d'un processus historique au cours duquel l'épisode colonial a joué un rôle de premier plan.
Le port du voile en Occident crée un sentiment de malaise du fait qu'il bouleverse un ordre visuel basé sur la transparence. C'est-à-dire que le rapport au visuel chez un occidental et chez un oriental est complètement différent. Il faut se le garder en tête. Donc, le voile, comme il présente cette forme d'opacité autour de l'intimité des femmes, est d'autant plus insupportable pour l'occidental qui, lui, a envie justement de découvrir cette femme, qui plus elle se dérobe, plus il aura envie de la dévoiler, comme en témoigne la peinture orientaliste que vous connaissez tous. Et je donne ici quelques exemples de photos prises par les photographes célèbres Lennart et Landrock, qui démontrent des corps de femmes maghrébines, voilà, complètement dévoilées, des petites filles aussi. Voilà, il y a des filles, elles sont à peine pubères, et on les voit, voilà, carrément maintenant, ici, elles sont enchaînées, elles sont à peine pubères. Et ces images-là, je vous assure, si vous vous baladez à Tunis dans le souk, dans les boutiques de souvenirs, vous pouvez les acheter en cartes postales. Ce sont des cartes postales, voilà. Et on a l'impression que les Tunisiennes ou les Algériennes, voilà, elles se trimballaient comme ça dans la cour, elles jouaient toutes nues, voilà. J'ai pas de souvenir que ma grand-mère jouait comme ça, mais déjà elles sont irréelles. Elles sont le fruit d'un fantasme, mais en plus, elles sont déshumanisantes parce qu'elles révèlent surtout des tentatives d'accès à l'intimité des femmes musulmanes que leurs mœurs et leurs usages vestimentaires voilent aux Occidentaux. C'est très important de parler de ça quand on évoque le voile parce que c'est intimement lié tout ça. Le voilement des femmes s'est dressé pendant et après la colonisation au Maghreb en symbole de lutte contre l'Occident. Et cette dimension de lutte contre l'Occident est toujours présente aujourd'hui, même quand ces jeunes filles sont nées en Europe ou qu'elles soient nées en Amérique du Nord. En témoigne la recherche que j'ai faite, donc la recherche de terrain que j'ai faite à partir de 2005-2006 avec les jeunes filles qui, pendant les entretiens, quand j'aurais posé la question pourquoi tu as fait le choix de te voiler, pourquoi tu as fait le choix de te voiler, première dimension qu'elles mettaient en avant pour montrer aux Occidentaux que nous aussi nous avons nos traditions, qu'ils ne peuvent pas nous dominer. Pourquoi, par exemple, Baha me dit pourquoi suivre le modèle de Madonna et de Jennifer Lopez alors que je peux suivre le modèle des femmes de prophètes. Les femmes de prophètes sont plus dignes pour elles que Jennifer Lopez. Voilà. Alors, évidemment, quand on parle de ça, on ne peut pas ne pas évoquer la question du rapport Orient-Occident qui fait toujours le fruit de plusieurs débats, de confrontations. C'est une histoire d'amour et de haine, hein, finalement. On n'arrive pas à en découdre. Donc, il y a eu l'épisode colonial, mais il y a eu surtout, parce que l'islamisation massive qui est encore en cours aujourd'hui a commencé depuis le 11 septembre 2001, qui a été un véritable tournant dans l'histoire des relations entre l'Orient et l'Occident. Dans mes observations, j'ai remarqué une augmentation des taux de voile. Moi, je suis née au début des années 80, je n'ai jamais vu de femmes voilées. Parce qu'en plus, en Tunisie, c'était interdit sous la dictature, parce que c'était une dictature moderniste. Je n'ai jamais fait. La première fois que j'ai vu des femmes voilées, c'était en Europe. Quand je suis retournée en Tunisie, après mes études à Strasbourg, donc à partir de 2002, pour faire du terrain, j'ai remarqué que petit à petit, les femmes commençaient à se voiler. Donc, un retour au voile, qui a été emmené par le 11 septembre, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'en Tunisie, 76,6% des femmes sont voilées. Donc c'est quasiment 8 Tunisiennes sur 10. C'est énorme. On ne peut pas dire qu'elles sont toutes folles. Et comme partout dans le monde arabe, selon les observations, il y a un retour du voile qui est incroyable. Donc pour comprendre ça, parce que comme l'a dit David Le Breton hier pendant sa conférence, ce qui se passe au Chili aujourd'hui, il a des répercussions en France. Le monde est devenu un village, justement, à cause ou grâce, je ne sais pas, des développements des moyens de communication. Alors, ce qui s'est passé depuis le 11 septembre, on a des images qui ont été instrumentalisées afin d'un camp, de la part des deux camps, afin de se diaboliser mutuellement. Et ça continue aujourd'hui avec Daesh. Il y a eu aussi, en 2003, évidemment, la guerre du Golfe, où... pour moi, l'épisode le plus significatif, c'était dans la prison d'Abu Ghraib, lorsque des femmes américaines, soldats américaines, commettaient des sévices à l'encontre d'hommes irakiens, et qui a été vraiment vécu comme une humiliation dans le monde arabe.
Évidemment, il y a le conflit très lourd et lancinant du conflit israélo-palestinien. En 2006, il y a eu une guerre entre le Liban et Israël qui aussi, on a assisté après à une augmentation du nombre du voile. En 2009, il y a eu une offensive contre Gaza, etc. Vous me direz, aujourd'hui, la terreur, elle a un nom et c'est Daesh. D'accord ? C'est vrai que maintenant, c'est surtout Daesh qui fait peur aussi bien dans le monde musulman que dans le monde occidental. À la limite, ça peut être un ennemi commun, Daesh. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que maintenant, quand vous discutez dans la rue, dans les pays arabes, Daesh, pour pas mal d'entre eux, c'est le fruit de l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'à cause de la guerre de 2003 en Irak, à cause aussi de la guerre de Syrie, qui pour eux, l'Occident a joué quand même un rôle très important, ou la guerre de Libye par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé du jour au lendemain qu'il fallait instaurer la démocratie et la liberté d'expression en Libye. Sarkozy par exemple, certainement par gentillesse, il voulait instaurer la démocratie en Libye. Sauf que les jeunes et les ados, ils ne sont pas bêtes. Et on aura du mal à leur expliquer que Sarkozy et les États-Unis veulent la démocratie en Irak, en Syrie, en Libye. En même temps, les États-Unis décident de nommer l'Arabie Saoudite à la tête de la Commission internationale des droits de l'homme. L'Arabie Saoudite, je vous assure, c'est pas un pays très sympathique. On nous tranche la tête tous, qu'on soit homosexuel, mécréant, etc. C'est la flagellation, psychologue, journaliste. Les femmes n'ont pas le droit de conduire. Le Qatar, c'est pire. Alors, être l'ami du Qatar et en même temps défendre la démocratie en Libye, moi, personnellement, j'ai du mal à expliquer ça aux jeunes et à leur dire non, mais il ne faut pas faire de... Enfin, c'est très compliqué. Donc, eux... et je vous assure, ces jeunes-là, ils prennent les choses très au sérieux. Genre, vous, les adultes, vous n'avez pas réussi, vous êtes dans cette hypocrisie, dans ce truc, dans cet amalgame insupportable. Moi, je vais porter le voile et je vais montrer aux Occidentaux que nous ne sommes pas des miettes, que nous aussi, nous avons nos icônes, que nous aussi, nous avons nos traditions. Et on va leur montrer que nous aussi, on est capable d'agir. Et qu'il n'y a pas que Madonna et Jennifer Lopez. Bien sûr, c'est très cliché, mais nous savons tous, pour avoir travaillé avec les adolescents, qu'à l'adolescence, tout est... Enfin, on caricature quand même facilement les choses. Bien sûr, vous me direz, il n'y a pas que la dimension politique. Ça, c'est ce qui est mis en avant par les adolescentes au départ pour donner, si vous voulez, un aspect pour rehausser, bonifier leur engagement politique corporel. Mais au-delà de cela, il y a aussi une dimension purement sexuelle. Quand je parle de corps souillé, j'évoque le vécu des femmes qui, elles, traversent l'espace public tous les jours et qui subissent pas mal d'insultes, d'humiliations. Dans la vie quotidienne, la plupart de ces adolescentes se plaignent du harcèlement sexuel, de la suspicion, des incivilités, des obscénités. Et ce n'est pas valable qu'en Tunisie, parce qu'en France, lorsqu'on vit dans des quartiers dits difficiles, je connais bien Haute-Pierre, par exemple, à Strasbourg, je vous assure qu'être femme à Haute-Pierre, être une jeune femme, ce n'est pas du tout facile. Voilà. Donc, les frères nous suivent à la loupe, leur manière dans leur déplacement quotidien, dans leur manière de s'habiller, etc. Donc le voile, c'est aussi une parade contre ça. Je vais citer à titre d'exemple, pour avoir vécu à Paris aussi, un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes datant d'avril 2015, et selon lequel 100% des femmes ont été importunées, suivies ou agressées dans les transports en public. 100%. En Tunisie, nous venons de publier les résultats d'une enquête nationale sur la violence fondée sur le genre dans l'espace public. 9 femmes sur 10 a subi des attouchements dans les transports publics. 9. 78% des femmes connaissent l'harcèlement sexuel dans les rues. Donc, nous vivons dans des sociétés patriarcales et selon Françoise Héritier, 99% des sociétés sont patriarcales, avec des degrés moindres évidemment, il ne faut pas exagérer. Et dans ces sociétés-là, l'espace public est quand même pris d'assaut par les hommes. Et aussi bien l'espace réel que l'espace politique ou l'espace communicationnel au sens d'Habermas. C'est-à-dire, à l'Assemblée, aujourd'hui en France, il n'y a pas beaucoup de femmes en politique, etc. Donc pour revenir à l'enquête ethnographique sur le voile, quelle que soit l'origine des adolescentes, quand on leur posait la question « Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être voilée ?», elles disaient « Je voulais avoir la paix, je me sens respectée, je me sens mieux, je me sens à l'aise dans l'espace public ». L'adolescente se construit en effet
son identité virtuelle, comme dit Goffman de l'école de Chicago. L'identité virtuelle, c'est-à-dire c'est l'ensemble des discours que les autres portent sur soi, en fonction de ce qu'elle entend. Donc quand elle dit « je me sens respectée », nous devons la prendre au sérieux. Par exemple, j'ai une jeune fille que j'avais interviewée et qui avait dit qu'elle était très très belle fille et qui a décidé de se voiler à 17 ans. Pourquoi elle s'est voilée? Elle m'a dit « j'avais envie de devenir amie avec mes amis garçons ». Et ce n'était pas possible avant, parce qu'il y avait toujours cette dimension sexuelle, etc. Elle s'est voilée entièrement et elle est allée vers eux. Et c'était pour elle le prix à payer pour dépasser cette dimension sexuée, pour ne plus être vue comme un objet. Elle m'a dit « maintenant, ils me considèrent comme un mec ». Elle m'a dit « donc, qu'est-ce qu'ils sont obsédés? Heureusement que j'ai mis mon voile. Bientôt, je vais me mettre le niqab ». Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit mais maintenant je sais comment ils parlent des autres filles, c'est pas glorieux. Vous savez, il y a une enquête qui a été faite aussi en France par Michaela Marceneau et Claude Rosier sur les imaginaires sexuels des ados, qui s'appelle Alice au pays du porno. Quand on lit, c'est pas très loin de ça. Hein. Les garçons, on a toujours l'impression que les garçons, ils sont toujours voilà, à l'affût de quelque chose et c'est des prédateurs et ils sont tout le temps en érection et le moindre petit geste peut déborder et les filles, elles, n'ont pas de désir, doivent se contenir. Ça, c'est un invariant. C'est un invariant qui est exacerbé dans l'idéologie fondamentaliste, certainement, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve à des degrés moindres dans plusieurs sociétés. Et donc le voile, c'est aussi une parade contre ça. La crainte d'être souillé par les regards, les propos obscènes, par une mauvaise réputation aussi, parce que la réputation, c'est très important, parce que ce sont des sociétés quand même très communautaires. Hein. Ce ne sont pas des sociétés d'individus, c'est des sociétés quand même où la communauté prime sur l'individu. Donc la mauvaise réputation, ça peut être un motif pour se suicider. Le voile, donc, est une parade à ce sentiment négatif et destructeur du soi. Il se déploie ainsi comme une manière paradoxale d'esquiver le corps objet de blâme et de restaurer une forme de dignité et une identité en suspens, c'est-à-dire une identité où on est obligé de faire abstraction du corps, parce que le corps est trop sexué, pour pouvoir exister en tant que sujet. L'un des résultats, je pense, qui était le plus insoupçonné de mon enquête de terrain, se rapporte à la subjectivation du voile par les adolescentes. C'est très intéressant, parce que la femme voilée est perçue comme un objet, alors que moi-même, j'avais ce présupposé en commençant la recherche, et petit à petit, plus j'écoutais les adolescentes, et plus il y avait une subjectivation que le voile permettait et que je ne voyais pas du tout au départ. Nous savons depuis les travaux du psychanalyste Didier Onzieux que le sentiment d'identité prend son ancrage dans la conscience de posséder une peau à soi. Or, les adolescentes en question affirment pour la plupart que leur corps ne leur appartient pas. Leur corps revient aux autres. Je dois faire ça par rapport à mon frère. Je dois faire ça par rapport à mon père. Je ne peux pas faire ça. J'aimerais le faire, mais je ne peux pas. Le corps revient à la transcendance aussi, dans l'idéologie fondamentaliste. Parce que le corps revient à Dieu. C'est comme on n'a pas le droit de se tatouer, par exemple, en islam, le tatouage est interdit parce que le corps, ça fait partie du royaume de Dieu. Et donc j'ai une jeune fille qui me dit, ce corps, tu dois le voiler, il ne t'appartient pas. Comme tu dois le nourrir et que tu dois dormir pour le reposer, tu dois aussi le voiler, parce qu'il appartient à Dieu. La pureté qui se rapporte au père, au frère, au mari, est aussi mise en avant. Une autre adolescente me dit, une femme n'est pas libre, elle appartient à son père et à son frère. Mais la différence entre les jeunes filles qui subissent ces discours sans être dans l'idéologie fondamentaliste et les autres, c'est que les fondamentalistes, ils ont été très psychologues et très manipulateurs, ils leur disent, c'est vrai que ton corps ne t'appartient pas, mais si tu le voiles, tu vas être sacré, tu vas être un modèle pour les autres femmes, tu vas purifier toute la société et tu vas aller au paradis. C'est extraordinaire. C'est comme après les jeunes filles qui sont attirées par Daesh et à qui on l'on dit « mais tu te rends compte, tu vas participer à la création de la nouvelle vraie société islamique parce que Daesh se considère comme la seule société islamique. Pour eux, l'Arabie saoudite, c'est des traîtres, ils n'appliquent pas la charia. Donc c'est Daesh qui va appliquer la charia et qui va créer cette société mythique dont parle le Coran. Et donc, il y a beaucoup de fascination. Donc, il faudrait le déconstruire, ce discours fondamentaliste. Il faudrait savoir de quoi il est fait. Et il faudrait le mettre en lien avec les angoisses de l'adolescent. Parce que ça résonne sur ça. Et toute la fascination vient de là. Donc, si on veut avoir des leviers, c'est plus en essayant de comprendre qu'est-ce qui attire dans ce discours-là. Donc, avec le voile, ce corps, on le dépasse et on devient sacré. On devient la mère idéale, on devient une femme sacrificielle même avant d'être mère.
En témoignent plusieurs cauchemars que faisaient des adolescentes qu'elles m'ont racontées, donc c'est des choses qui revenaient. Avant de prendre la décision de se voiler, elle disait « Je rêvais que je marchais dans la rue et que j'étais nue. Je suis sortie sans mettre de vêtements et personne ne s'en est rendu compte. Non, moi je ne me suis pas rendu compte, pardon, et tout le monde rigolait et je ne comprenais pas pourquoi. Après, elle m'a dit quand je me suis regardée, j'ai vu que j'étais sortie nue, je ne me suis pas rendu compte. Elle faisait ces cauchemars jusqu'au jour où elle décide d'adopter le voile. Et là, elle me dit, ce cauchemar disparaît, je me sens bien, je me sens auréolée. Quand je sors, je me sens à l'aise dans la rue. Alors, contrairement à toute attente, celui qui m'a aidé à comprendre le voile, pour terminer, c'est Jean-Paul Sartre. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'islam, mais c'est lui qui m'a le plus aidé à comprendre la logique du voile. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Paul Sartre ? Dans son interprétation de la chute d'Adam et Ève après le péché originel, Sartre écrit « La pudeur, et en particulier la crainte d'être surpris en état de nudité, ne sont qu'une spécification symbolique de la honte originelle. Le corps symbolise ici notre objectivité sans défense. Se vêtir, c'est dissimuler son objectivité. C'est réclamer le droit de voir sans être vu. Se vêtir, c'est réclamer le droit de voir sans être vu. C'est ça la puissance du corps voilé. Et la puissance encore du corps qui est sous le niqab. Parce que moi, je vois et je ne suis pas vue en retour. Donc, je n'ai pas à subir la honte. Voiler son objectivité et revendiquer le droit d'être un pur sujet, voici une dimension du voile qui étaye les propos des adolescentes interrogées. Vincent de Gaulle-Jacques, sociologue clinicien, il explicite les propos de Sartre. Il dit, pour lui, la honte n'est ni une conséquence du péché originel, ni un succédané de la culpabilité, ni un sentiment lié au dégoût des choses sexuelles. Il est au-delà. Il est à la fois ce qui nous fait tomber dans le monde, donc conscience du social, et ce qui nous conduit à devenir un sujet, et donc une conscience d'exister. Hier, Daniel Marcelli parlait justement de la période de l'adolescence, c'est une période où on doit se sentir exister, sortir de soi. Le voile, ça peut être une manière pour l'adolescente de sortir de soi et d'exister. David Le Breton aussi, pour citer son travail sur les visages, établit un parallèle entre le voile et le masque. Il dit le visage voilé, demeure un visage sans limite, une disponibilité de visage que l'imaginaire peut parer de toutes les vertus. Il est le visage de tous les visages. Ôter le masque dans ces circonstances revient à échapper au rêve pour retrouver les nécessités diurnes du principe d'identité. Donc, le voile permet à un moment, pour une adolescente, c'est un moratoire, d'échapper au principe d'identité au moment où justement l'identité devrait se construire et sous des modalités contraignantes avec beaucoup de souffrance et plusieurs d'entre nous sont témoins de la souffrance adolescente. Le voile devient enfin une preuve de la féminité, une féminité qui échappe complètement au pouvoir de nuisance de l'autre. Je vais m'arrêter là, merci. Vous avez des questions, je suppose, après. Oui, monsieur ? Mais vous avez le droit de poser une question, vous êtes là pour ça. Merci Madame Selami de votre exposé très très riche. Il y a tellement de choses à dire et à échanger avec vous, notamment que l'assignation sexuelle de l'espace dans les sociétés méditerranéennes. Mais aujourd'hui, je me contente des photos que vous avez exposées, qu'on peut trouver sur le net d'ailleurs. Prendre une photo n'est jamais quelque chose d'innocent. Il traduit souvent le point de vue de celui qui la prend. Véhicule souvent un discours, une représentation. Et donc ça traduit un peu cette vision, j'allais dire, orientaliste du monde musulman. D'ailleurs, vous avez dit le mot, cette vision du fantasme, de l'autre, de l'altérité et de l'Orient. Ma question est précise, qui peut paraître à la marge de votre exposé, mais je pense qu'on est au cœur de l'événement, et concerne le rôle de l'intellectuel dans le dévoilement du voile, dans la déconstruction de ce genre de représentation. Ce n'est pas facile. Merci. Oui,
oui, le rôle de l'intellectuel, de toute façon, doit s'arrêter au niveau d'une déconstruction et d'une compréhension. Il n'y a pas Vous savez, souvent en Tunisie, par exemple, il y a des intellectuels qui étaient un peu trop sous l'influence d'une certaine tradition laïque française, où tout ce qui relève du religieux, mais ça se comprend, hein, c'est lié à l'histoire de la France, je pense. La laïcité a été fondatrice de la République. Et du coup, il y a eu tout un ensemble d'intellectuels qui ont été formés en France. Et pour eux, dès qu'il s'agit de voile, ah non, mais il n'y a plus rien à comprendre. C'est de la soumission, c'est de l'assujettissement. Et tout ce qu'on a fait d'ici là tombe à l'eau, si vous voulez, lorsque les femmes choisissent ça. Alors que non, comme dit Butler, les gens ne sont pas fous, les adolescents le sont encore moins. Nous vivons dans un monde hyper complexe où maintenant, avec les moyens de communication, les images qu'on peut avoir de l'islam, mais aussi de l'Occident, sont hyper manipulées. Nous sommes souvent tous instrumentalisés par des prédicateurs ou des idéologues. Et les jeunes filles essayent, si vous voulez, de faire la part du feu et d'essayer au moins pour un moment d'opter pour un camp, en attendant qu'il y ait d'autres auspices. Sous d'autres auspices, elles peuvent se construire en tant que femmes en dépassant, si vous voulez, cette dimension sacrificielle. Mais tout ça est complexe, évidemment. Il faut avoir l'humilité de les écouter. Et je vous assure qu'elles ont beaucoup de choses à dire, ces adolescentes. Beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé la lecture de votre livre et le complément d'ailleurs que vous venez d'apporter là par cet exposé. J'étais très intéressée par tout ce que vous avez révélé aussi des témoignages des garçons et de leur façon d'entrer dans la sexualité, dans des rapports avec des filles vierges qu'ils vont bien sûr ne pas épouser dans cette culture. Et je me disais, je ne suis pas encore tout à fait à la fin de votre livre, mais je me disais tout en lisant ça, quel est le rapport à la contraception de cette population de jeunes? Parce que, quelque part, cette question, c'est par le biais de la contraception comme moyen de s'intéresser à la question de son corps, de le construire sous un autre regard, que la question du féminisme a pu se faire en France. Hein. Et je me disais, parce que on intervient dans les classes de cultures différentes, et on a constaté qu'il y avait un moment où effectivement c'était un moyen pour les jeunes filles dans les classes chez nous pour s'autoriser à entendre quelque chose et à construire quelque chose d'une propre représentation autour de leur corps et de leur image. Et aujourd'hui, ça devient très difficile parce qu'elles se bouchent les oreilles et parce qu'elles disent que c'est impossible d'en parler, parce que ce n'est pas que le voile qui vient d'être... Mais il y a cette question de la pudeur qui, dans l'islam, quand on lit certains livres, n'est pas une pudeur aussi excessive que celle que posent les fondamentalistes. Hein. Mais cette question est devenue aujourd'hui... vraiment très forte chez nous aussi et qui les empêche d'utiliser ce moyen-là pour... voilà. Alors je ne sais pas si vous aviez étudié un peu le rapport sur cette question-là du rapport à la contraception dans les rencontres que vous avez eues. Non. Non, il est extrêmement difficile de parler de sexualité avec ces jeunes filles-là parce que ça relève du tabou, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de vie sexuelle, évidemment. Mais par rapport à la contraception, c'est vrai que ça peut être libérateur, mais là, il faut savoir qu'il faut adapter aussi les soins, les discours aussi à ces jeunes filles-là, parce que par exemple, les parents, pour elles, ne peuvent pas du tout être mis au courant. Donc ça complique les choses. Et vous savez, être voilé ou pas ne veut rien dire, parce que prenons par exemple Daesh, le cas le plus extrême où le fondamentalisme est considéré comme étant à son paroxysme. Daesh sont beaucoup plus libres sexuellement que tous ceux qui vivent en France. C'est extraordinaire. Tous les jours, il y a une prolifération de fatwas où on peut épouser quelqu'un pour 1 heure, on peut épouser quelqu'un pour une demi-heure, on peut avoir des partenaires multiples. Et dans les témoignages que nous avons recueillis après des jeunes filles qui sont revenues, ou même des hommes, là-bas, c'est orgiaque, quoi, à la limite. Non, mais il ne faut pas plaisanter non plus avec ça, parce que je pense que ça se fait quand même contre les femmes et que les femmes sont exploitées, instrumentalisées à outrance là-bas. Mais pour vous dire que trouver des explications
à la pudeur, la chasteté, la lier à l'islam, ça n'a pas vraiment de sens. À mon avis, les jeunes filles, surtout qui vivent ici, sont surtout sous l'emprise du patriarcat. D'ailleurs, elles sont plus sous l'emprise de leurs frères que de leurs pères. Dans les quartiers que j'ai pu observer à Strasbourg, c'est plus les frères parce que les frères sont plus confrontés avec les autres jeunes. Et donc, si la sœur, elle fait quelque chose, c'est lui qui sera obligé d'aller taper. Et ça, on s'en sort plus, quoi. J'ai vu aussi des cafés à Grenoble aussi, ou à Strasbourg et même dans le sud-ouest, où les filles ne pouvaient même, en France, je vous dis en France, les filles ne pouvaient même pas passer devant le café, elles devaient contourner pour ne pas passer devant, pour ne pas croiser l'oncle ou le voisin ou les gens. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc je pense qu'elles sont encore sous l'emprise d'un patriarcat qui est très archaïque. Madame Selami, merci bien sûr pour la richesse de votre propos, mais aussi pour le courage de vos études, de vos travaux. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience aussi de ce qu'il est là, d'une énergie particulière pour avancer. Alors, je voudrais revenir sur un aspect de votre travail dont vous témoignez là, qui est le patriarcat, dites-vous, dans l'espace public. Moi, je m'interroge sur ce que, éventuellement, vous pensez, que devient ce patriarcat dans l'espace intime de la maison. Et je vais prendre un exemple, si vous permettez, personnel. J'ai eu la chance, dans les années 70, d'être donc jeune, et puis de voyager en autostop. Et je voyageais, entre autres, dans le Maghreb. Et il y a 3 choses qui me surprennent à ce moment-là. 70, c'est encore pas loin, si vous voulez, des guerres, des paix qui ont été signées. J'étais surpris par la gentillesse des personnes, l'accueil. Deuxième chose qui me surprend, c'est la violence verbale des jeunes hommes envers les jeunes femmes. Troisième chose qui me surprend, c'est que quand je rentre dans les maisons, parce qu'autostoppeur, on était parfois hébergés, c'est que j'avais plus du tout le même discours à l'intérieur de la maison. Donc personnellement, j'ai une réticence sur ce qu'on désigne comme le patriarcat dans le monde arabo-musulman. Je pense qu'il y a autre chose qui se passe et qui est dans la maison et qui fait que quand les jeunes hommes sortent de cette maison, il y a quelque chose qui les rend peut-être fous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans l'enquête que j'ai citée sur la violence fondée sur le genre dans l'espace public, on a remarqué qu'en fait, plus l'homme s'éloigner de son milieu, ça veut dire la maison, les voisins, la famille, plus il s'éloigne, donc plus il est dans son milieu, plus il est protecteur vis-à-vis des femmes, y compris les étrangères. Alors c'était marrant parce que, par exemple, moi quand je débarquais de Tunis, j'allais dans un village dans le sud, je connaissais personne, je prenais contact avec quelqu'un qui avait un café, un homme, pour faire les focus group, pour faire des entretiens, donc c'était un contact formel en tant que chercheur universitaire. Et là, tout d'un coup, il m'appelle pendant 3 jours, il veut tout le temps être avec moi et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que pour lui, dès qu'il y a une étrangère, parce que quand on vient de Tunis, dans le sud, on est considéré comme une étrangère aussi. Donc pour lui, dès qu'il y a une étrangère, il faut s'en occuper. Elle est sous sa tutelle, mais ça c'est une violence douce, mais c'est une violence quand même, parce que ça veut dire que la femme doit toujours être sous tutelle. Donc cet homme-là, dans l'espace de son intimité, vous avez raison, dans son quartier, dans sa petite ville, là où il est connu en tant que tel, fils d'eux, frère d'eux, mari d'eux, il va être très protecteur envers les femmes, et plus il va s'éloigner de son milieu, plus il va être prédateur, et plus justement il va être violent vis-à-vis des femmes inconnues, des femmes qu'il ne connaît pas. Voilà. Oui. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Je voulais vous poser la question de la responsabilité des mères et des sœurs, vu que vous avez parlé des frères et des pères, la responsabilité des mères et des sœurs, justement dans cette reproduction peut-être du patriarcat. Voilà, merci. Alors, comme l'a écrit l'anthropologue Camille Lacoste du Jardin, qui a travaillé sur le Maghreb, les mères sont malheureusement contre les femmes. C'est-à-dire que pour accéder à la maternité, il faut sacrifier quelque chose de sa féminité, mais il faut surtout transmettre à sa fille les valeurs fondatrices de la société. Parce qu'il y a très peu de contact entre le père et ses filles. Ça, c'est aussi un trait culturel.
qui est en train de changer quand même un petit peu, il faut nuancer dans les nouvelles générations, mais c'est à la mère de faire perdurer le patriarcat. Les mères, les tantes, etc. Et on l'a vu dans les témoignages des jeunes filles, où souvent elles disent « ma mère me dit que… » Alors, paradoxalement, elles ne vont jamais leur demander de se voiler. C'est les fondamentalistes qui leur ont demandé le voile. Ce n'est pas la famille, contrairement à ce qu'on pense, mais par contre la famille va tellement les harceler sur pourquoi tu t'habilles comme ça, ne va pas à la piscine, ne va pas à la plage, couvre tes épaules, couvre ta viande. On a une expression au Maghreb que je n'entends jamais ici, on dit couvre ta viande, alors qu'on ne le dit jamais à l'homme, couvre ta viande. La femme, elle a une viande comme si l'homme, lui, il était fait d'une autre manière, du plomb ou du fer, mais la femme, on lui dit, les filles, couvre ta viande depuis qu'elles ont 4 ans. Tout ça, si vous voulez, c'est tellement destructeur qu'en fait, après, les fondamentalistes, ils vont leur dire aussi couvre ta viande, mais tu vas devenir sacré. Donc c'est un discours qui est supérieur à celui des mères et des parents, qui est un peu plus, si vous voulez, fascinant. Il y a un côté un peu qui bonifie, qui rehausse leur existence. Donc je comprends leur fascination, qu'elles adhèrent plus au discours fondamentaliste et parfois même à l'encontre de leurs parents, parce que les parents, ils ne veulent pas que leur fille se voile. En France, ils préfèrent, parce que ils savent que ça va poser des problèmes d'intégration. En Tunisie aussi, avant la Révolution, les parents ne voulaient pas que leurs filles se voilent parce qu'ils savent que ces filles-là vont avoir des problèmes. Et pourtant, elles l'ont mis. C'est une manière de leur dire « vos conneries, il y en a marre, les parents. Et moi, voilà, je me réfère à Dieu. Je préfère me référer à Dieu que de me référer à mon père, finalement. »